Merci Karine, donc merci à PEA pour cette invitation et merci à tous les participants qui sont là. Je vais essayer de tenir dans 45 minutes. J'ai un certain nombre de slides, donc je vais essayer d'aller rapidement. Le sujet, en fait, c'est la question de la supériorité, qui est un terme qui est omniprésent dans, je dirais, dans notre vie quotidienne, dans nos conceptions politiques, que ce soit la supériorité je sais pas, d'un pain par rapport à l'autre, d'une voiture par rapport à l'autre, d'une personne par rapport à l'autre. Ah, bon, en principe, on n'est pas censé dire qu'une personne est supérieure à l'autre. Je pense qu'on a quand même tous en tête des idées de telle personne est basse, n'a que des idées très basses ou quelque chose comme ça, et telle autre personne est très spirituelle ou quelque chose comme ça. Enfin, ça joue à plein de niveaux. Je pense que c'est quelque chose de très fondamental dans nos idées, et j'étais un peu intrigué il y a quelques années en réfléchissant au fait que cette notion de supériorité, il est extrêmement difficile de savoir à quoi elle se rapporte réellement, c'est-à-dire de dire précisément ce qu'on veut dire par là. Ah, donc, je commence un petit peu avec un petit laïus sur la notion de métaphore, disons, parce que la supériorité, je pense que c'est une métaphore. Une métaphore, ça se caractérise par le fait qu'il y a un sens littéral, et à côté du sens littéral, il y a ce qu'on veut vraiment dire qui n'est pas le sens littéral. Par exemple, quand on parle d'un flot de paroles, un flot, c'est un flot de liquide, c'est le flot d'un fleuve ou d'une cascade ou d'un robinet. Les paroles, c'est pas un liquide. Qu'est-ce qu'on veut dire par un flot de paroles? Ou quand on dit le temps est long, là aussi, ça n'est pas la longueur, c'est une notion. Par exemple, une ficelle peut être longue, mais le temps ne peut pas être long. Et donc, le sens réel qu'on veut dire, ce n'est pas le sens littéral. Le sens littéral de le temps est long, c'est la longueur spatiale. Le sens littéral du flot de parole, c'est un liquide qui coule. Le sens réel, c'est quelque chose de différent. Et je note que donc, le langage est rempli de métaphores, avec ironiquement, quelque part, le fait même de dire rempli en soi, c'est une métaphore. Le mot métaphore, c'est une métaphore. On peut même remarquer que le mot littéral, c'est une métaphore, parce que quand on veut dire quelque chose littéralement, ça ne veut pas dire avec des lettres, c'est un peu autre chose. Et je pense que les métaphores, c'est quelque chose d'un peu traître, parce que quelquefois, ça cache un sens réel qu'on a du mal à définir. Et c'est le cas, je pense, de la notion de supériorité. Dans certains cas, c'est facile. Le sens réel d'un flot de parole, c'est quand on a une parole rapide, sans interruption, comme un liquide. Donc, ça coule, entre guillemets. C'est-à-dire que la métaphore fonctionne très bien. Mais dans le cas de la supériorité, le sens littéral de supériorité, ça veut dire plus haut, c'est-à-dire plus loin du centre de la Terre, à un niveau plus élevé. Un niveau, c'est un sens géométrique, un sens géographique, disons, plus loin du sens de la Terre. Par exemple, quand on parle de membres supérieurs ou d'étages supérieurs d'un immeuble, là, c'est le sens littéral du terme supérieur, qui est la même chose que le sens réel. Mais quand on parle, par exemple, quand on dit, les spécistes disent les humains sont supérieurs aux animaux, ils ne veulent pas dire que les humains habitent à l'étage et les autres animaux habitent au rez-de-chaussée. Ce n'est pas le sens géographique, le sens géométrique du terme qu'ils emploient. Alors, quel est le sens réel? Donc là, on voit bien que c'est une métaphore, qu'il y a un sens réel qui n'est pas le même que que le sens littéral. Ah, la question est, quel est ce sens réel et comment ce sens réel se compartit à la relation qu'on est en train d'affirmer entre les humains et les autres animaux, les humains et les cochons. Alors, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé une page sur Internet qui est assez représentative de la manière dont le terme supériorité est utilisé par rapport aux animaux en particulier. C'est une page un petit peu de réflexion philosophique à destination des enfants. Et c'est un discours qui est très semblable au discours officiel, tout en ayant un petit peu un bémol, parce qu'on sent derrière que
une certaine conscience du fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce discours, mais c'est un discours quand même au départ spéciste. On expose les idées spécistes. Donc la supériorité de l'homme sur l'animal, l'homme a été jugé supérieur à l'animal, notamment dans les textes bibliques. La soumission de l'animal par l'asservissement ou la domestication en fait un être inférieur. Bon. On voit un petit peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire on a l'idée que la soumission de l'animal, le fait que l'animal obéit aux ordres des humains, on fait un être inférieur, mais on ne sait toujours pas ce que ça veut dire être un être inférieur. On a simplement la conclusion, on a le fait que les animaux sont soumis aux humains. Conclusion, c'est un être inférieur, mais le fait d'être un être inférieur, ce n'est pas la même chose que d'être soumis. C'est la conclusion du fait que les humains sont soumis. C'est une conclusion qui est déduite d'un fait qu'on constate, mais on ne sait pas très bien en quoi consiste cette conclusion. On continue, on verra que c'est un peu la même chose. Dans les récits bibliques, l'homme est jugé supérieur à l'animal. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire. La société humaine est, pour certains, une preuve de cette supériorité. Donc, on a une preuve de quelque chose, mais on ne sait toujours pas ce que c'est cette quelque chose, tout comme ses capacités intellectuelles et créatrices. Ensuite, on a encore une autre chose assez semblable. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu, dont on suppose que c'est la source un peu de toute supériorité, toujours sans savoir bien ce que ça veut dire. Et si les animaux sont également des créatures divines, Dieu a offert la terre et les animaux à l'homme. L'homme est donc jugé supérieur à l'animal. Donc là encore, on a le fait que les animaux sont soumis aux humains, qui est la preuve de la supériorité, sans jamais que cette supériorité soit définie. Je pense que cette chose qui n'est jamais définie, cette supériorité, ça n'est évidemment pas, et je reviendrai dessus, après, constitué par les simples supériorités factuelles qui seraient que les êtres humains arrivent mieux à nager que les poissons, ce qui n'est pas vrai, ou arrivent mieux à voler que les oiseaux, ce qui n'est pas vrai non plus, ou arrivent à mieux aller sur les autres planètes que les oiseaux, ce qui est vrai, mais ce n'est pas ça qui constitue la supériorité elle-même. La supériorité, dans chaque cas, on a un ensemble disparate de faits, comme le fait que les humains dominent, sont plus forts que les animaux, etc., et dont la conclusion, c'est toujours la supériorité, c'est-à-dire un objet unique. Donc, je pense que la seule façon de comprendre cette notion de supériorité, c'est de comprendre que cette notion de supériorité est une notion essentialiste, c'est-à-dire qualifie ce qui est censé être un objet que nous aurions à l'intérieur de nous et qui est notre essence, qui est la chose qui nous constitue d'une façon très, très profonde. Et cet objet qui serait à l'intérieur de nous, donc peut-être, selon cette vision des choses, supérieur ou inférieur, donc possède ce que j'appelle un certain niveau, une certaine hauteur, puisqu'on parle de supériorité, d'infériorité, et que c'est cette hauteur qu'on compare métaphoriquement à la hauteur par rapport à la Terre, à la distance par rapport au centre de la Terre. J'essaierai d'expliquer un petit peu pourquoi. Et donc la supériorité qualifie notre essence supposée, les attributs concrets, donc le fait que nous soyons capables de raisonner, que nous ayons une intelligence comme ci, comme ça, tous ces attributs concrets ne constituent pas cette supériorité, mais en sont les signes, en sont les preuves. Là, je prends la suite du même site qui dit la société humaine, preuve de la supériorité humaine. Pour certains, la société humaine est une preuve de la supériorité de l'homme sur l'animal. L'homme peut vivre en société, discerner le bien et le mal, ce que l'animal ne peut pas. Donc, voilà, donc c'est la preuve. Si A est la preuve de B, c'est que A et B sont des faits différents, que je vous disais. L'homme peut vivre en société, il sait distinguer le bien du mal, il a soumis les autres animaux, il est intelligent, et ainsi de suite. Donc, l'homme est supérieur
Et le fait que l'homme soit supérieur, c'est un fait qui est séparé, qui est prouvé par ces faits initiaux, mais dont on ne sait toujours pas de quoi il est constitué. Alors, je pense que la raison pour laquelle cette métaphore marche, puisque a priori, on ne sait pas pourquoi elle marcherait, puisqu'on ne sait pas de quoi est constituée cette essence supérieure, je pense que la raison pour laquelle cette métaphore marche, c'est que au cœur de cette métaphore, il y a l'idée que la supériorité essentielle est liée de façon très forte à la supériorité en termes de pouvoir et de capacité à dominer dans le sens de donner des ordres, d'utiliser les autres, voilà, d'avoir le pouvoir brutal sur les autres. Donc c'est une métaphore de pouvoir. C'est par la notion de pouvoir que se fait l'analogie avec la supériorité littérale, c'est-à-dire la hauteur par rapport à la Terre. L'être suprême, c'est-à-dire le plus supérieur dans cette vision, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu dont le pouvoir est le maximal, c'est-à-dire il est supérieur parce qu'il a cette puissance. Et je pense que cette identification entre le pouvoir et la supériorité géométrique, la distance par rapport à la Terre, se fait par le fait que nous naissons tous petits et soumis, soumis aux grands qui sont au-dessus, qui sont supérieurs par leur force et qui en même temps revendiquent la possibilité et le droit de nous donner des ordres, donc qui revendiquent une certaine supériorité, je dirais, morale, supériorité en termes de droit. Aussi le fait que la supériorité, c'est quelque chose de très important d'un point de vue militaire. Ça l'a été, je pense, pendant toute l'histoire humaine, et ça l'est sans doute encore dans beaucoup de circonstances aujourd'hui. Une position militaire dominante en haut d'une colline. Les flèches, elles ont plus de puissance quand on est en haut. Quand on est à terre, par contre, on est en position, on est mal par rapport à l'ennemi, on est plus bas. Et donc, cette métaphore de supériorité, en son cœur, c'est une métaphore de pouvoir. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à noter parce que, si ce n'est que parce que cette notion de supériorité, elle est souvent perçue comme étant quelque chose d'assez éthéré, comme étant quelque chose d'assez spirituel. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais comme étant quelque chose de supériorité, de la supériorité par le raffinement, quelque chose de beau et de léger, alors que en son cœur, je pense que cette supériorité, c'est d'abord l'idée de force brute qui justifie le pouvoir qu'on a sur les autres. Et là, j'ai donc la citation toujours du même site, dont l'animal, un être inférieur. La soumission et la domestication de l'animal par l'homme semble prouver que l'animal est inférieur à l'homme. Voilà. Donc, et je pense que cette idée de supériorité comme étant, comme rassemblant à la fois la force et le droit de se considérer comme meilleur que l'autre, ça se retrouve à plein de moments. Le caractère humiliant de la faiblesse, je pense que les gens, quand ils sont en position de faiblesse, ils se sentent pas seulement, voilà, de faiblesse, je suis incapable de m'imposer. Ils se sentent aussi humiliés par leur position de faiblesse. Je suis plus fort que toi, ça veut dire je te suis supérieur et ça me donne tous les droits. Et je pense que ça fonctionne dans le sens inverse aussi, c'est-à-dire je suis supérieur à toi, ça me donne le droit d'exercer ma force sur toi. C'est-à-dire que cette idée de supériorité, elle est à la fois prouvée et prouvée par le pouvoir que j'ai sur les autres et elle justifie le fait que j'ai le pouvoir sur les autres. Il y a là-dedans, je pense, quelque chose de l'ordre de la justice immanente, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un ordre du monde avec les supérieurs qui, tout naturellement, la nature voudrait que les supérieurs commandent et ainsi de suite. Alors, cette supériorité d'essence, comme je disais, c'est quelque chose qui
qui donc est censé être prouvé par des faits concrets, qui est censé justifier le droit qu'on a sur les autres, qu'on peut prendre sur les autres. Et il est important de noter que là, on a dès lors un double rôle de cette attribution d'essence. C'est quelque chose qui a un rôle qui a un côté descriptif, c'est-à-dire que c'est parce que de fait, j'ai plus d'intelligence qu'une mouche, ou je suis plus fort que la mouche, ou que je suis voilà, tout ce qu'on met dans le côté descriptif de l'intelligence qui prouve que j'ai une essence supérieure. Et en même temps, cette essence supérieure est censée posséder un côté prescriptif, c'est-à-dire justifie que j'ai un droit sur les autres. Cette supériorité cause des faits, c'est-à-dire cette supériorité est censée se traduire par une intelligence supérieure et est censée justifier le statut éthique que je m'attribue dans ça. Par exemple, le fait que les humains fabriquent des outils, donc les humains sont supérieurs aux animaux, c'est-à-dire le fait que les humains fabriquent des outils et le signe prouve que les humains sont supérieurs aux animaux, et le fait que les humains sont supérieurs aux animaux donne aux humains le droit de manger les animaux. Un autre exemple que je trouve assez éclatant, c'est celui des Jeux olympiques de 1936 à Berlin, donc, où les nazis ont voulu faire de ces Jeux olympiques un peu la démonstration de la supériorité de la race aryenne sur les autres, par le fait que les Allemands allaient gagner beaucoup de médailles, allaient gagner plus de médailles que les autres. Donc, l'idée, c'est que parce que c'est l'idée que les Aryens, le fait que les Aryens courent plus vite, qu'ils avaient démontré dans ces Jeux olympiques, démontre que les Aryens sont supérieurs et donc démontre que les Aryens ont le droit de faire toutes les atrocités qu'ils ont commises après parce qu'ils sont supérieurs aux autres. Et au centre donc de ce raisonnement, il y a l'idée que la supériorité est une chose réelle que nous avons en nous, qui se traduit par un certain nombre de faits, le fait de courir plus vite, le fait de savoir fabriquer des outils, et qui, de l'autre côté, sur son versant éthique, son versant prescriptif, justifie que nous nous attribuions des droits. Donc l'intermédiaire essentialiste de la supériorité permet de faire un lien là où, a priori, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si on enlève cet intermédiaire essentialiste et qu'on dit les humains savent fabriquer des outils, donc ils ont le droit de manger les animaux, ça ne marche pas. On ne voit pas le rapport entre le fait de fabriquer des outils et le fait d'avoir le droit de manger les animaux. Ça n'est pas plus clair comme rapport que de dire, je ne sais pas, que moi je porte des lunettes, donc j'ai le droit de me gratter les oreilles. Ou je suis né un mardi, donc j'ai le droit de manger les animaux. Ce sont deux faits qui, a priori, n'ont pas de rapport entre eux. Ou encore, les Aryens courent plus vite, donc ils auront le droit de massacrer les Juifs. On ne voit aucun rapport entre les deux. Le seul moyen de comprendre le rapport, c'est de supposer que le fait que les Aryens courent plus vite est censé être le signe, est censé être l'indice de cette attribution de supériorité. Il faut bien être clair quand je parle d'attribution de supériorité, que je parle de ce qu'on peut appeler supériorité absolue ou supériorité essentielle, supériorité d'essence. La supériorité d'essence d'une personne est censée être une chose unique qu'elle a en elle, alors que la supériorité factuelle, bon, ça peut être n'importe quoi. A est de taille supérieure à B, A court plus vite que B, A est plus intelligent, et de masse supérieure, c'est-à-dire est plus gros, est plus poilu. On peut prendre n'importe quelle caractéristique et on peut en faire une supériorité. Et des supériorités factuelles, il y en a des milliards qu'on peut trouver. Et ces supériorités, il n'y a pas a priori lieu de les contester. C'est-à-dire que ça peut être vrai ou faux, mais il n'y a pas de problème de fond dans le fait de considérer qu'une personne pèse plus qu'une autre personne, qu'elle est plus poilue, qu'elle est plus grande, qu'elle est plus petite ou qu'elle est plus intelligente. C'est de l'ordre du factuel
qui devrait être déterminé par des moyens factuels. Cette supériorité, elle a le terme supériorité, mais a priori, ça ne veut pas forcément dire que quelque chose est meilleur. Par exemple, un vélo peut avoir des roues d'un diamètre supérieur. Le diamètre supérieur, ce n'est pas forcément meilleur. Une température peut être supérieure. C'est bien ou c'est pas bien. L'âge peut être supérieur. Donc, ces supériorités factuelles, peuvent très bien être parfaitement neutres. Dans d'autres cas, c'est des choses qui sont a priori bonnes, comme le fait d'avoir une vue supérieure ou une force supérieure. C'est plutôt bien d'avoir plus de force ou de courir plus vite. Mais le fait de courir plus vite, ça reste un fait isolé. Je cours plus vite, point. Ça n'est pas a priori la même chose qu'une supériorité d'essence, qu'une supériorité absolue. Donc, pour ces supériorités factuelles, je parlerai de supériorité factuelle positive quand elles sont a priori une bonne chose, c'est-à-dire avoir une vue supérieure ou être plus intelligent, mais qui ne constituent pas, ça reste des supériorités factuelles, donc qui ne constituent pas une supériorité d'essence. Alors que dans le système potentialiste donc de la supériorité, ces supériorités factuelles positives sont immédiatement vues comme étant la preuve de la supériorité essentielle, les indices de supériorité essentielle. Les Aryens sont supérieurs aux autres races. La preuve, c'est qu'ils courent plus vite. Le fait qu'ils soient supérieurs est censé leur donner une meilleure forme physique ou est censé leur donner une meilleure, je sais pas, une meilleure aptitude à la guerre ou plein de choses comme ça, une meilleure intelligence, une meilleure intuition du monde, ou tout ce que les Allemands, les nazis attribuaient à la supposée race aryenne, donc sont causés par sa supériorité essentielle. Donc ces signes, ces supériorités factuelles positives ont une valeur diagnostique, sont des signes de la supériorité essentielle, de la même façon que le nez qui coule est causé par le rhume. Le nez qui coule, ça n'est pas la même chose que le rhume, mais c'est causé par le rhume et donc c'est le signe d'un rhume. Voilà. Donc, ce système-là, il a une certaine cohérence. C'est-à-dire la supériorité ou l'infériorité essentielle, elle se traduit par un certain nombre de signes, et en même temps, elle justifie en particulier des droits, le droit de dominer, le droit de manger les autres ou de les massacrer. Le seul point qui ne va pas dans ce système, c'est que, de fait, les essences n'existent pas. Les essences au sens dont on parle ici, c'est-à-dire de quelque chose d'attribué à un être. Donc les essences, il y en a de multiples qu'on attribue aux êtres. Donc on parle d'essence d'être humain, c'est-à-dire l'espèce humaine est une notion, je pense aussi, essentialiste, en tout cas très largement. Le fait d'être un être humain, c'est quelque chose qui nous constituerait au plus profond de notre même, de notre être. Le fait d'être une femme ou un homme, c'est donc l'essentialisme de genre, le fait d'être noir ou blanc, donc ça serait une essence de race. Donc ces idées d'essence supérieure ou inférieure, c'est ce qui est postulé par ces idées essentialistes. Et cette essence, et je pense que c'est peut-être même quelque chose qui définit la notion d'essence, j'en suis pas très sûr, donc je ne veux pas l'affirmer, mais qui forme une sorte de pont mystérieux entre le factuel et le prescriptif. Ça permet de dire que parce que telle personne court plus vite, elle a le droit de massacrer, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui sont à double face. Cette essence a une face prescriptive et une face causale, factuelle. Et l'indice de l'existence des essences, c'est censé être les signes concrets, de même que le rhume, le nez qui coule, c'est le signe concret du rhume. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que cette vision essentielle du monde, elle a eu une certaine validité. On peut comprendre qu'on ait voulu expliquer les choses comme ça, mais aujourd'hui, c'est une explication dépassée. De fait, on n'a plus aujourd'hui aucune raison de croire en ces essences. Je veux dire que tout comme le rhume, le nez qui coule, on connaît un certain mécanisme qui fait que les virus
s'accrochent à telle ou telle cellule, produisent telle ou telle réaction, produisent telle ou telle réaction du système immunitaire et ainsi de suite. Donc, on connaît un certain mécanisme qui amène du rhume jusqu'au nez qui coule. Nous savons que le fait qu'un être soit un humain, on sait qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui font que notre ADN produit telle ou telle protéine, qui produit le développement du cerveau de telle ou telle manière, et donc que notre intelligence qui est supérieure, disons, à celle d'une mouche, elle est causée par toute une suite de mécanismes euh, chimiques, physiologiques, qui n'ont rien à voir avec l'attribution d'une essence supérieure aux êtres humains. Quand un être humain, il y a un certain nombre de ces mécanismes qui sont modifiés, cet être humain n'aura pas une intelligence supérieure. C'est le cas d'un certain nombre de, de personnes handicapées mentales. Ça reste des êtres humains, mais il n'y a pas une essence de l'être humain qui jouerait et qui aurait été l'explication normalement de l'intelligence supérieure et qui là aurait raté son coup et voilà, qu'il faudrait faire intervenir dans cette chaîne explicative. De la même façon qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de postuler l'existence des dieux pour expliquer le tonnerre, pour expliquer les éclairs, les orages, on n'a plus besoin de postuler que c'est Zeus qui est en colère, on n'a plus besoin de postuler ces idées d'essence, et en particulier d'essence supérieure ou inférieure, pour expliquer en particulier les caractéristiques factuelles qui peuvent être supérieures, c'est-à-dire avantageuses ou désavantageuses des individus. Donc, l'idée d'une essence supérieure, d'une supériorité essentielle, devrait être tout simplement mise à la poubelle. On ne devrait plus en parler. Ce n'est pas qu'on devrait dire ça n'est pas, justifié que tel individu est supérieur à tel individu parce que tel individu en fait est aussi intelligent qu'un autre ou quelque chose comme ça. Non, on devrait mettre entièrement la notion essentialiste de supériorité à la poubelle. Alors j'en viens donc à l'idée d'égalité, parce que justement je pense que cette idée d'égalité, elle devrait subir le même sort que l'idée essentialiste de supériorité, c'est-à-dire l'idée d'égalité est quelque chose, je pense, fondamentalement essentialiste. Alors, je pars du fait que cette idée d'égalité, moi, je l'ai mise en avant et je l'ai affirmée pendant de nombreuses années. C'est quelque chose qui a été affirmé par beaucoup d'antispécistes. Je dirais même que pour beaucoup de personnes, c'est même le cœur de l'antispécisme. C'est une formulation très, très centrale de l'antispécisme. Ça peut commencer peut-être avec Peter Singer, donc dans le chapitre 1 de la libération animale, qui dit, qui est intitulé Tous les animaux sont égaux. Je pense aussi au groupe de Paola Cavalieri, par qui j'ai été assez influencé, qui s'appelait Eguaglianza Animale, Égalité animale. Les cahiers antispécistes, on l'a nommé Réflexion et action pour l'égalité animale. PEA, c'est le nom de PEA, c'est pour l'égalité animale. Donc quelque part ici, je suis en train de vouloir contester toutes ces choses-là, y compris le nom de notre hôte. Je ne veux pas vexer qui que ce soit. Je veux dire, je suis pas en train de dire il faut tout de suite changer les choses. Je suis en train juste d'essayer de, de, de lancer un débat sur le fond de cette notion d'égalité animale. Donc, si je dis aujourd'hui que cette notion d'égalité animale, elle est problématique, bon voilà, est-ce que j'ai changé de casaque? Est-ce que je suis plus antispéciste? Si on voit l'antispécisme comme étant défini par l'égalité animale, ça pose un peu un problème. Là, j'ai repris un dessin sans demander le copyright, c'est peut-être très mal, mais bon, que j'ai vu récemment sur Facebook. C'est deux chats qui sont en train de parler en étant sur des moutons. Donc, on a là encore une position géographiquement supérieure. Et les chats parlent d'un refuge antispéciste. C'est nos humains qui les ont recueillis, ces deux moutons. Ils veulent créer un refuge antispéciste. Antispéciste, ça veut dire qu'on va tous être égaux.
Non, non, c'est juste un truc entre subalternes, on reste toujours les maîtres. C'est-à-dire, parce qu'ils sont dessus, bon, ça se moque un peu des chats qui se croient toujours supérieurs aux autres animaux, mais dans le fond, ça illustre à la fois euh, cette, euh, cette coïncidence entre la position supérieure géométrique et l'idée de supériorité morale et essentialiste, et aussi le fait que antispéciste, donc c'est censé vouloir dire que on n'est pas supérieur, on est tous égaux. Alors, pour comprendre l'enjeu ici, je pense qu'il faut voir que quand Singer a affirmé tous les animaux sont égaux, c'est en reprenant donc l'affirmation qui était très mise en avant à ce moment-là, à son époque, donc après les années 60, les mouvements pour les droits civiques des Noirs, le féminisme et tout ça, donc qui est tous les humains sont égaux. Donc il a repris ça simplement en décalant sur les animaux. Donc l'origine de ça, c'est l'égalité affirmée entre humains. Mais en même temps, Singer, il reconnaît tout de suite que, de fait, les humains ne sont pas égaux. C'est un peu paradoxal. Il, il parle des personnes qui veulent, des personnes, disons, racistes, sexistes, ceux qui veulent défendre un modèle de société hiérarchique inégalitaire, ont souvent fait remarquer que, quel que soit le critère que nous choisissons, il est tout simplement faux de dire que tous les humains sont égaux. Et ça, Singer le reconnaît. Il est faux de dire que tous les humains sont égaux. Et il réinterprète l'affirmation d'égalité en disant le principe d'égalité des êtres humains n'est pas la description d'une hypothétique égalité de fait parmi les humains, c'est une prescription portant sur la manière dont nous devons traiter ces êtres humains. Et donc, cette prescription, il la formule en termes de principe d'égale considération des intérêts. Sauf que il a reformulé ça, mais il a abandonné son affirmation de départ. C'est-à-dire que cette prescription sur l'égale considération des intérêts, ce n'est plus une prescription d'égalité entre tous les animaux. Pourtant, il continue à utiliser le slogan « Tous les animaux sont égaux ». Et ce slogan, cette affirmation d'égalité de tous les êtres en question, c'est ce qui prévaut au sein des luttes d'égalité humaine, les luttes égalitaristes humaines, les luttes antiracistes, antisexistes. On dit que tous les êtres humains naissent égaux en dignité. On affirme l'égalité de la dignité. Pendant la dignité, c'est un autre mot pour dire égaux en essence, en aucune naissance, parce que la dignité, ce n'est pas une substance chimique qu'on pourrait très bien analyser. C'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part dans les gens, c'est quelque chose d'imaginaire. Donc, l'égalité de dignité, je pense que c'est l'affirmation, la même chose que l'égalité d'essence. Donc, c'est cette idée d'égalité d'essence qui prévaut au sein des luttes pour l'égalité, des luttes égalitaristes humaines. Alors, je note que l'affirmation d'égalité, c'est-à-dire le fait d'affirmer l'égalité, ce n'est pas la seule façon de contredire l'idée de supériorité. Si on a une affirmation comme A est supérieur à B, on peut vouloir le contredire en disant A et B sont égaux. Mais dans ce cas-là, on est en train d'affirmer quelque chose sur leur essence. On est en train de dire ce n'est pas vrai que l'essence de A est au-dessus de l'essence de B. On est en train de dire que l'essence de A est au même niveau que l'essence de B. Mais ça présuppose qu'on continue à considérer qu'il existe quelque chose qu'on appelle une essence. L'essence et qu'il y aurait un attribut qui serait le fait de pouvoir être plus ou moins haut, plus ou moins élevé. Une autre façon de contredire A est supérieur à B, c'est de dire que ce n'est pas vrai, car l'idée d'essence est une idée vide. Il n'y a pas d'essence qui pourrait être supérieure ou inférieure. C'est comme si quelqu'un me dit mon karma est meilleur que le tien, je peux lui répondre non, ton karma est le mien.
sont aussi bons l'un que l'autre. Mais si je dis mon karma et le tien sont aussi bons l'un que l'autre, je suis en train de valider l'idée qu'il existe un karma. Je peux au contraire répondre non, il n'existe pas de karma, donc dire que ton karma est supérieur et plus beau que le mien, et plus bon que le mien, et meilleur que le mien, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc ce sont deux façons différentes. La première, elle valide l'existence du karma. La seconde, elle met les choses à plat et dit ce que tu dis au départ n'a pas de sens. Et ça, je pense que, que c'est la même chose pour la notion de supériorité. On peut dire que tous les humains sont au même niveau sur l'échelle inférieure-supérieure, c'est-à-dire que ça implique d'admettre l'idée de l'infériorité et de la supériorité, simplement de dire, d'affirmer que non, il se trouve un peu par coïncidence qu'on est tous au même niveau. Et l'autre façon de dire, qui est donc, je pense que vous avez compris, celle que je défends, qui est de dire la supériorité, la notion de supériorité est une notion essentialiste qui est vide de sens. Alors, je pense que cette distinction n'est pas quelque chose n'est pas une simple nuance sans importance pratique. Je pense qu'elle est centrale et qu'en particulier, ça se traduit par ce que j'appelle la fragilité de l'idée d'égalité humaine. Les antiracistes et les antisexistes, tels qu'ils sont aujourd'hui, veulent constamment affirmer l'égalité humaine, mais tout en conservant le cadre de pensée de la supériorité d'essence, de l'idée de supériorité d'essence. Mais l'idée de supériorité d'essence, de A sur B, ça se traduit par des signes, par des symptômes. Et ces symptômes sont des supériorités factuelles, c'est-à-dire, tout comme les nazis disaient la supériorité de la race aryenne se traduit par le fait qu'on court plus vite, l'idée d'égalité devrait se traduire aussi par quelque chose de factuel. Mais quels sont les signes pour l'égalité d'essence? Les signes sont censés être l'absence de supériorité factuelle. Donc, on est obligé, si on veut affirmer l'égalité humaine, on est obligé, on est amené presque automatiquement à vouloir affirmer le fait qu'il n'y a pas de supériorité factuelle. Donc, il y a une sorte de négation panique de toute supériorité factuelle. Ça va jusqu'à la thèse qui est sortie récemment d'une personne qui affirme qu'il n'y a pas vraiment de différence, par exemple, de taille entre les hommes et les femmes, que cette différence de taille serait quelque chose qui résulterait de quelque chose de culturel qui aurait été imposé aux femmes, mais que foncièrement, de manière essentielle, les femmes ne sont pas plus petites que les hommes, parce que l'idée que les hommes seraient plus grands en taille, simplement en nombre de centimètres, est ressentie comme quelque chose qui met en danger l'idée d'égalité, d'essence entre les hommes et les femmes. Donc, toute différence factuelle entre humains est vécue comme une menace pour l'égalité d'essence. Si je dis c'est bien d'avoir quelque chose d'aussi simple que de dire c'est bien d'avoir l'usage de ses jambes, c'est-à-dire de ne pas être paralysé, les gens vont dire ah non, tu es en train de dire que tu es supérieur aux handicapés moteurs qui sont en chaise roulante et qui n'ont pas l'usage de leurs jambes. Moi, je pense qu'on doit pouvoir dire que c'est quand même une bonne chose d'avoir l'usage de ses jambes, sans considérer que ça constitue une supériorité essentielle, une supériorité d'essence des personnes qui n'ont pas de paralysie sur les personnes qui sont paralysées. Les A sont plus intelligents que les B. Là, c'est la chose peut-être la plus classique qui fait réagir le plus aujourd'hui. C'est ressenti comme étant l'affirmation d'une supériorité des A par rapport aux B. Ce qui a pour effet secondaire très néfaste qu'on est en train de dire, grosso modo, que des personnes qui réellement et clairement sont moins intelligentes que d'autres, je pense aux handicapés mentaux, seraient inférieures, ou alors il faut faire des acrobaties pour dire mais non, ces personnes ont une intelligence mais différente, etc. On est toujours obligé d'essayer de nier l'existence de différences factuelles et d'avantages des uns par rapport aux autres. Donc, alors, il y a une façon où on essaye de les nier, c'est d'affirmer que finalement, ces différences factuelles, elles proviennent de l'environnement, donc, et l'environnement est censé être quelque chose qui triche, qui annule le fait qu'elles puissent être des traductions de différences d'essence.
Donc l'affirmation que toute différence est acquise, que c'est la querelle qu'on appelle classiquement de l'inné et de l'acquis, la thèse de la page blanche, c'est-à-dire l'idée que les humains n'auraient rien qui soit inné, parce que quelque chose d'inné serait censé constituer une supériorité, une infériorité des sens. Donc c'est quelque chose que Pierre Sigler, donc, dans un article récent sur l'amorce, a bien démonté. La thèse de la page blanche est fausse, mais plus qu'être fausse, je dirais qu'elle est évidemment fausse. C'est-à-dire qu'elle est clairement, très clairement fausse. Si on réfléchit même 2 minutes, on constatera, avec un minimum de connaissances de biologie, qu'il n'y a aucune raison, enfin, qu'il est bien clair que les gènes ont une influence sur l'intelligence. Je veux dire, le cerveau se développe à travers des mécanismes qui, à la base, ont une composante génétique évidente. On n'est pas des êtres lunaires, des êtres désincarnés. Et il n'y a aucune raison non plus qu'entre différents groupes humains, séparés dans l'évolution par des siècles et des siècles, il n'y ait pas des différences entre les gènes qui se traduisent par des différences d'intelligence, de groupe ou de choses comme ça. Et les antiracistes et les antisexistes se sentent obligés de nier ces choses qui, d'un point de vue scientifique, sont des évidences, et donc, niant cette évidence scientifique et rationnelle, laisse la raison et la science aux racistes et aux sexistes. Et c'est quelque chose, je pense, d'extrêmement grave. Et la raison de cette situation, c'est que les antiracistes aujourd'hui et les antisexistes aujourd'hui sont de façon massive essentialistes, tout comme les racistes et les sexistes. Les racistes et les sexistes se revendiquent en général de l'essentialisme. Il n'y a pas de problème avec le fait qu'ils sont essentialistes. Ils sont, je veux dire, c'est en cohérence avec leur vision du monde. Le problème, c'est que les antiracistes et les antisexistes eux-mêmes restent essentialistes et se placent donc sur le terrain des racistes et des sexistes et se placent en position de faiblesse énorme. Aussi, le fait que la vision essentialiste, elle est source de mépris. C'est le mépris des moins intelligents, c'est ce que j'ai dit. C'est à partir du moment où des êtres sont de fait moins intelligents, sont moins capables de se débrouiller eux-mêmes, on insiste que tous les humains sont égaux, et donc ceux qui, de fait, de façon évidente, ne sont pas égaux, eh ben, on les méprise, qu'on veuille le dire ou non. L'insistance qu'on a sur l'égale intelligence des groupes humains, je le vois vraiment comme quelque chose de grave envers les handicapés mentaux qui, implicitement, sont considérés comme étant essentiellement inférieurs. Le mépris des faibles en général, qui sont un signe d'infériorité. Donc tout ça, c'est quelque chose qui vient, je dirais, de l'origine géométrique de la notion de supériorité. C'est-à-dire que les faibles, c'est un signe d'infériorité, et en particulier, on considère que l'idée que tel groupe ait besoin de tel autre groupe pour se libérer, non, il faut que ce soit à la force de ses poignets. C'est en montrant qu'on est les plus forts qu'on se montre digne d'être des humains à égalité des autres. Je pense que là aussi, c'est quelque chose de très grave, parce qu'il y a des humains qui, de fait, ne sont pas capables de se libérer eux-mêmes, sans parler des non-humains. Donc, c'est vraiment une source de mépris. C'est une impasse. Pour l'idée d'égalité humaine, c'est quelque chose qui est un décalque de l'idée d'égalité. L'égalité animale est un décalque de l'idée d'égalité humaine. Et quand on considère les animaux non humains, les signes de leur infériorité, enfin leur infériorité factuelle, elles sont abondantes dans le monde d'aujourd'hui. Ils sont moins intelligents, en tout cas ils sont moins intelligents par l'intelligence qui permet de comprendre, de communiquer à distance, de parler de façon très, très complexe et articulée. Ils sont moins capables de réflexion éthique, ils sont moins puissants. Et donc, si on doit considérer ces signes,
ces infériorités factuelles comme étant des signes d'infériorité, les animaux sont forcément massivement inférieurs aux êtres humains. Et c'est quelque chose qui est constamment mis en avant par les spécistes pour défendre le spécisme. Ariane Nicolas, donc, dans l'article récent de Valérie Giroud dans l'Amorce, donc elle est citée comme disant les antispécistes veulent avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire la moralité la plus irréprochable sans la position de surplomb que cette faculté présuppose. Faudrait dominer les animaux, mais être à égalité avec eux. C'est-à-dire, il faut avoir une moralité qui est supérieure, mais donc, pour Ariane Nicolas, ça prouve la supériorité, donc ça contredit l'idée d'égalité. Dans la perspective d'une égalité essentialiste, je pense qu'elle a raison. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut sortir de cette idée d'égalité essentialiste. Donc, moi, mon idée, c'est qu'il faudrait que donc l'égalité animale, les luttes antispécistes se sont dites héritières des luttes pour l'égalité humaine, mais que ces luttes antispécistes doivent aussi, aujourd'hui, je dirais, faire leur mue et accepter qu'il y a un certain héritage de ces luttes pour l'égalité humaine que nous devons remettre en question, que nous avons un droit d'inventaire sur cet héritage et que cette remise en question peut permettre peut-être un avantage, y compris pour les luttes pour l'égalité humaine, en les fondant, en mieux les fondant. Alors ici, donc, je parle d'une autre convergence des luttes. Donc, les exigences des mouvements de libération, fondamentalement, oui, c'est pour noter que les mouvements de libération humaine ne devraient pas être accrochés à l'idée d'égalité essentialiste, qu'au départ, leurs exigences sont des exigences, je dirais, négatives. L'idée que, négative dans le sens que il s'agit d'affirmer qu'un certain nombre de caractéristiques factuelles ne comptent pas. La naissance noble, roturier n'importe pas. Ça, c'est à la Révolution française. L'antiracisme ne devrait pas être l'affirmation essentialiste d'égalité, mais l'affirmation négative selon laquelle la couleur de la peau n'est pas une caractéristique qui doit importer. Nous devons lutter contre les injustices économiques par le fait que le hasard de la situation économique n'est pas quelque chose qui doit importer. Et l'antispécisme doit être basé non, je pense, sur l'idée d'égalité animale conçue de façon essentialiste, mais sur l'idée que l'espèce n'est pas un critère éthique. Pourquoi avons cette idée d'égalité, donc ces refus donc d'idées discriminatives se sont transformés en une idée d'égalité d'essence? Je pense qu'historiquement, ce n'est pas innocent. C'est-à-dire que les idées d'égalité humaine ont voulu conserver l'idée de supériorité essentialiste pour la garder en réserve parce qu'on veut considérer que les humains sont égaux au-dessus des non-humains. C'est quelque chose qu'on retrouve de façon très générale dans l'histoire humaine, que l'idée d'égalité, c'est souvent une égalité essentialiste au-dessus, qui est une idée de supériorité par rapport à un autre groupe. Les nobles sont égaux, c'est-à-dire l'idée des pairs, les pairs du royaume, les chevaliers de la table ronde, et ainsi de suite, sont tous égaux, mais au-dessus des autres. Les hommes sont égaux au-dessus des femmes. À la Révolution française, c'était l'idée. Les humains sont égaux au-dessus des non-humains. L'idée d'égalité d'essence, ça permet aussi de faire l'économie de l'éthique, c'est-à-dire qu'on fait une éthique qui est basée sur une histoire d'égalité essentialiste, au lieu de faire une éthique qui se pose la question qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui importe, le plaisir ou la souffrance ou autre chose. Donc l'antispécisme, pour moi, ce n'est pas une éthique, l'antispécisme est une contrainte sur l'éthique. C'est l'idée que l'espèce ne compte pas et que nous devons construire une éthique compatible avec cette contrainte. Et cet antispécisme, je pense, a un problème est quelque chose de très caustique par rapport aux luttes égalitaristes humaines telles qu'elles sont aujourd'hui, qui ont un problème structurel avec l'antispécisme. On pense souvent que les antiracistes, antisexistes devraient en plus simplement faire un pas de plus et inclure les animaux. Je pense que si ces militants
et militantes n'incluent pas les animaux non humains, c'est parce qu'il y a un problème structurel. C'est que leur vision de leur lutte, c'est une vision profondément essentialiste, et elle est essentialiste pour pouvoir continuer à s'affirmer comme supérieur aux animaux. Et je pense que nous devons critiquer ça, et nous devons plus accepter les discours sur l'égale dignité des humains, sur l'égale capacité des Noirs et des Blancs, des femmes et des hommes, et ainsi de suite. Nous devons, au contraire, affirmer que les idées de supériorité et d'infériorité n'existent pas, et que l'éthique doit être fondée, par exemple, à mon sens, sur la sentience, sur l'égale prise en compte des intérêts de tous les êtres sentients. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera possible d'avoir un mouvement anti-raciste et antisexiste et antispéciste qui soit en accord avec la vérité, avec la raison, avec la science, en affirmant que la supériorité n'existe pas, l'égalité au sens essentialiste n'existe pas, et que la seule chose là-dedans qui est à mettre en avant, c'est l'éthique, et que cette éthique doit dégager les raisons justes du comportement juste. Voilà, je suis désolé, j'ai dépassé de plusieurs minutes le temps qu'on m'avait donné. Donc, je pense tout de suite qu'on devrait passer aux questions. Voilà.